Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence pour le grand rendez-vous chaque jour ici sur le plateau de Village Semence, en direct donc du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on va parler, vous le voyez devant moi, vous allez le voir dans 2 secondes, on va parler de pain, on va parler de producteurs, on va parler de métiers, on va parler de fromage aussi avec là-bas toute une famille allez, je dis Thérèse Marie, bonjour. Thérèse Marie Couvreur et 2 de ses filles, Géraldine et Apolline. On va parler d'une très belle histoire de famille qui se perpétue autour du fromage. Et puis, à mes côtés, Philippe Dubièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Passion Céréales et agriculteur. Et oui, quand même, en Côte d'Or, vous faites bien sûr des céréales. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, je fais du blé, de l'orge et du maïs. Un peu de tout. À votre gauche, Frédéric Pierrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes boulanger à l'INPB. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est un centre de formation dans lequel nous donnons on essaye de donner les meilleures formations possibles et avoir les meilleurs boulangers. Alors, le public, bien sûr, va être invité à déguster ce qu'il y a devant vous et même à gagner donc des pains et gagner des fromages. À ma droite, Nour Akbar Ali, bonjour. Bonjour. On s'était déjà rencontrés dans un podcast. Vous êtes un explorateur, j'ai envie de dire. Vous êtes le fondateur des Nouveaux Affineurs. Allez, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que les Nouveaux Affineurs? Regardez, il y a vos produits qui sont là. Dites-nous ce que c'est en 2 mots simplement. Ils sont là et ici. Donc, vous dites pas ce qu'il y a dedans, hein? D'accord. Donc nous, on cherche à développer, à prolonger un peu l'histoire, le savoir-faire qu'on a en France sur le fromage notamment, à travers de nouveaux usages, des produits qui répondent à des nouvelles attentes des consommateurs. Mais attention, un piège, ne vous laissez pas avoir par l'apparence ni par le nom les Nouveaux Affineurs. Ce n'est pas du fromage, ou du moins pas tout à fait. Alors, derrière moi, il y a eu une adresse que vous allez taper sur votre téléphone. Je la relis, c'est... Regardez, polève.com/Village Semence. Sur votre téléphone, vous tapez, vous inscrivez avec votre prénom tout simplement, archi simple. On va faire dans quelques instants un quiz, puis un deuxième. Un quiz autour des céréales, et puis ensuite un quiz autour des fromages pour simplement tester les connaissances et puis aussi gagner ces très bons et beaux produits qui sont devant moi. Très vivant, derrière moi, le salon de l'agriculture, évidemment, on sent que ça vit. Philippe Dubièvre, 2 mots, les céréales... finalement, on pense au blé, on pense comme ça à quelques graines, j'ai envie de dire, mais c'est un univers très large. Absolument, c'est un univers très large. Permettez-moi juste... Passion Céréales, c'est quoi finalement? C'est une collective d'informations qui finalement sur l'ensemble de la filière céréalière française. Et quand on entend la filière céréalière française, c'est quoi finalement? C'est une chaîne de métiers dédiée aux céréales qui représente près de 500 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Un demi-million d'emplois. Un demi-million d'emplois qui vont finalement du champ au cargo. Et en passant par les silos de collecteurs et aussi la première transformation, dont les meuniers avec ce formidable pain. Et quand je dis du champ au cargo, parce que 1 tonne sur 2 de céréales en France est exportée. Après, sur la diversité... 1 tonne sur 2, la moitié à l'export. On peut être fier de ça quand même, hein, absolument, c'est très très important et ça, sans doute ça traduit l'excellence de cette filière céréalière française. De par la diversité des céréales, évidemment, puisque nous avons du blé, de l'orge, bien sûr également du maïs, mais aussi d'autres céréales plus secondaires, si on peut l'appeler comme ça, l'épeautre, le sarrasin, etc. Et finalement, ce qui a très importance chez les producteurs, c'est qu'une exploitation sur 2 en France produit des céréales. Donc ça, c'est extrêmement important. On n'a pas forcément ce chiffre en tête, effectivement. Et une exploitation sur 2. À peu près partout en France. Partout sur le territoire. Et à peu près la moitié des terres arables en France sont consacrées aux céréales. Donc vous comprenez donc toute l'importance de cette filière céréalière française et qui offre cette diversité. Et qui offre aussi, du mieux autant que peut se faire, des produits de qualité pour pouvoir, avec... je dirais cet aliment emblématique partout en France, le pain, mais c'est pas que ça. Voilà, c'est aussi de la bière avec le malt d'orge. Et on en parlera d'ici une petite demi-heure. Et c'est aussi une contribution non seulement à l'alimentation humaine, certes, mais aussi à l'alimentation animale. Et puis toutes les autres usages qui sont aussi importants. C'est-à-dire l'éthanol, l'amidonnerie, c'est 8 à 10% aujourd'hui des céréales produites en France. 2 petits mots, bien sûr, c'est aussi un univers où il y a une filière de métier incroyable en fait.
de l'innovation, des choses très traditionnelles. Il y a un champ des possibles. Riziculteurs, brasseurs, amidonniers. Qu'est-ce qu'on a encore devant moi parce que je connais pas tout par cœur. Technico-commercial, bien sûr, les data scientists. Travailler finalement dans cette filière-là, c'est un univers à part entière. C'est véritablement un univers et qui embrasse de multitudes de métiers. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on allie à la fois la tradition française de nos aliments, mais aussi l'innovation. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur d'activité qui sont très gourmands, très friands de l'innovation, parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. Et juste rebondir que c'est un métier d'avenir, parce qu'il y a plein de métiers. Et puis, donc, on ouvre... Alors, et on recrute. C'est le thème du salon de cette année. Hein. L'agriculture vous tend les bras, donc il y a vraiment du boulot là-dedans et Exactement. Du plaisir et de l'avenir. Et beaucoup de travail qui sont très différents. Donc, vous pouvez aller d'un boulanger, mais aussi des ingénieurs, des VRP, etc. et des agriculteurs. Bref, en tout cas, c'est de nombreux métiers très intéressants, tournés à la fois sur la tradition, mais aussi sur l'innovation. Merci Philippe. Alors, à vos côtés, Frédéric Pirin, je le disais, vous êtes boulanger à l'INPB. Alors, vous apprenez à qui, finalement, à être boulanger, si je ne dis pas de bêtises? Écoutez, donc on va former des gens qui sont éventuellement en reconversion professionnelle. On va apprendre aussi à des gens qui veulent se former à la boulangerie, donc par le biais d'un centre de formation d'apprentis. Et puis aussi, on va former des gens qui ont déjà de l'expérience au brevet de maîtrise boulangerie. Et donc là, ça requiert déjà pas mal de compétences, puisque on va peaufiner un petit peu tout ça. On va leur donner toutes les clés pour devenir les meilleurs boulangers. Il y a beaucoup de candidats à ces formations-là. Oui, il y a quand même beaucoup de candidats. Ouais, bien sûr. Ça attire. Oui, ça attire beaucoup. Surtout que le pain, c'est le fleuron de la France quand même. Bah donc, oui. Et puis, j'imagine aussi le plaisir de fabriquer quelque chose avec ses mains. Finalement, on le sent bien à l'occasion de ce salon, ça revient aussi. Faire quelque chose de ses mains, quelque chose de noble qui fait plaisir. Quand on va chez son boulanger le matin, à midi ou en fin de journée acheter son pain, il y a un truc et on cherche quelque chose de bon. Donc ça fait plaisir aussi de fabriquer ça. Si je puis me permettre, en fait, je suis issu d'une reconversion professionnelle puisque j'ai découvert la boulangerie comme ça un petit peu par hasard. Et dès que j'ai touché la pâte, ça m'a vraiment attiré. Et donc ça fait 10 ans que je suis dedans. Et voilà. Et donc j'y reste. Super. Alors les produits qu'on a devant nous, qu'est-ce qu'on a comme beaux pains qui sont là? On a une grande variété finalement. Il n'y a pas autant de pain que de fromage en France, mais enfin il y en a beaucoup, non? Une idée? Il y en a beaucoup. Hein. Il y a quoi, 50, 60, 100, j'en sais rien? Ouais, à peu près 80 si on fait le décompte comme ça. D'accord, on peut changer de pain un jour sur 3, quoi. C'est ça. Je vais être un petit peu chauvin parce que si je veux parler de la baguette de tradition française... Ah oui, mais ça, la baguette de tradition française. On rappelle en 2 mots qu'est-ce qu'il y a dans la baguette de tradition française avant de parler de cela? C'est très simple. En fait, la baguette de tradition française, donc elle est légiférée depuis le 13 septembre 1993 et donc elle ne contient aucun additif. Et donc c'est le travail du boulanger, les longues fermentations, l'utilisation d'un levain éventuellement ou alors de la levure ou les deux. Et puis donc vous avez une baguette de qualité. Et le secret d'un pain, je vais demander au son pour voir si on entend bien. Une bonne baguette, ça croustille. Écoutez, voilà. Là c'est le son de la baguette qui croustille. Ça va croustiller de longtemps. Alors devant nous, qu'est-ce qu'on a comme pain? Allez, en 2 mots. Et après on se fait le quiz où on va permettre justement de gagner certains de ces pains. Allez-y. Écoutez, vous avez la boule bio ici, donc une farine biologique. Qui est ici, là. Ici, tout à fait. D'accord. Vous avez un pain au petit épeautre, donc c'est une ancienne variété de blé, enfin une ancienne variété de céréales plutôt. On parlait de diversité, Philippe, voilà, le petit épeautre. C'est ça. Donc vous avez un pain de campagne aux fruits, donc là on y a mis des figues, des noisettes, du raisin et des noix. Et vous avez la tourte de seigle auvergnate qui est un pain emblématique de l'Auvergne. Vous avez la baguette de tradition française, évidemment. Voilà un petit aperçu. Alors, je propose, on va faire un quiz et les 3 premiers qui gagnent, enfin les 3 premiers, vont se partager ça équitablement sans se bagarrer. Donc en régie, si on peut passer, pardonnez-moi, je mange un bout de pain parce que ça me donne faim. Donc, Nour, vous avez le droit de jouer, vous avez le téléphone ou pas? Nour, alors vous avez laissé votre téléphone, c'est pas grave, tout le monde a le droit de jouer. Donc première question sur le pain, les céréales. Combien de temps faut-il, évidemment vous à gauche vous n'avez pas le droit de jouer, faut-il pour faire pousser le blé? 3 hypothèses, vous allez choisir l'une de ces hypothèses. Premier cas de figure, il faut 6 mois. Deuxième cas de figure, il faut 8 mois. Et troisième cas de figure, 9 mois. C'est comme un enfant. Donc, ça paraît beaucoup. Donc, vous avez quelques secondes pour voter. On va regarder.
moi, Nour, vous avez une idée là-dessus? Je connais pas. Je connaissais rien. Je pensais à 6. En plus, je suis petit-fils de boulanger, donc je devrais dis donc. savoir, mais Alors, on va regarder. je pensais à 6. On va regarder combien de temps il faut. Alors, ça, ce sont les gens qui ont voté. Alors, à 43%, 9 mois. À 43% également, 8 mois. Et à 14%, 6 mois. Alors, est-ce que vous avez la réponse, cher professionnel du pain? Vous avez donné un petit indice, hein, je pense. C'est comme un enfant. Donc je pense que c'est 9 mois. Je suis étonné parce que quand j'ai vu ce chiffre-là, 9 mois, je ne pensais pas qu'il fallait 9 mois, tout simplement. C'est assez long, finalement, pour faire pousser du blé. Allez, deuxième question. Toujours à propos des céréales, du blé. Pour gagner du pain, donc, combien environ y a-t-il de grains de blé dans un épi de blé? Alors, je vois qu'il y en a qui vont courir immédiatement sur un stand de céréalier pour dépouiller le stand. Alors, environ 30 grains dans un épi, 40, 50, 60. Ok. Allez, on va maintenant regarder à peu près quel est dans la salle ceux qui ont voté. Donc 30, 40, 50 ou 60 grains de blé dans un épi. Alors, 50% disent qu'il y en a 50. 33% 40 et 17% 30. Alors, vous connaissez le vrai chiffre? Allez, Philippe. Oui, alors le vrai chiffre, c'est 40 grains. Voilà. Donc c'est facile. 40 grains, à peu près, évidemment, ça peut être 39, 41, voilà. C'est un ordre de grandeur. Et c'est juste pour vous dire, sur 10 000 m², un hectare, ça fait entre 15 et 20 000 grains. D'accord. Ok, on va passer à la question suivante. Et pendant ce temps, je vais, après tout, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui mange du pain, je vais aller proposer à 2-3 personnes qui sont là de grignoter. Je vais lire en même temps la question. Combien fait-on de baguettes avec 1 hectare de blé? 7 000, 12 000 ou 25 000? Allez, je vous propose un petit peu de pain parce qu'il est quand même trop bon. Combien de baguettes de blé avec 1 hectare, c'est ça? Allez-y. Ah, il est bon, hein, vous pouvez y aller. Voilà. Et puis vous, derrière, vous ne serez pas venu pour rien non plus. Les productions françaises. Voilà. Avec les jeunes qui se donnent du mal pour faire du pain. Monsieur? Ah, monsieur François Louis. Voilà, c'est un complice. Allez. Oh, je vous en prie. Thérèse Marie, on vous voit dans 2 minutes. Allez, on va on va lire le score. Donc, combien fait-on de baguettes avec 1 hectare de blé? Alors, 43% des gens ont dit 25 000 baguettes. 20% ou 29% ont dit 12 000 et 29% 7 000. Waouh! Ça fait beaucoup, 25 000 baguettes. C'est la bonne réponse. C'est combien? C'est ça, c'est 25 000. Oui. 25 000 baguettes avec 1 hectare de blé. Tout à fait. Alors donc, sachant qu'on produit combien d'hectares de blé en France? À peu près 5 millions d'hectares. 5 millions d'hectares fois 25 000 baguettes. Vous avez 10 minutes pour nous donner. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que la moitié est exportée. Et donc 15% de la population, par exemple, d'Afrique du Nord, c'est du blé français. D'accord. Alors, ensuite, une autre question. Il nous en reste encore 2. Quels sont les ingrédients pour faire du pain? Pour faire du bon pain, évidemment, hein, parce qu'on peut mettre n'importe quoi, mais c'est pas du pain. Alors, il y a une liste, vous allez cocher, parce qu'évidemment, il faut plus d'un ingrédient, vous allez cocher les ingrédients nécessaires pour faire du pain. Alors, de la farine, et vous ajoutez, si vous voulez, après c'est vous qui ferez, de la levure ou du levain, du lait, des conservateurs, du sel, de l'eau, de la crème, des arômes. Voilà, alors quels sont les ingrédients? Je vous donne un indice, allez. Non. Enfin, il y en a moins de 6. Voilà. Allez, voilà, la farine, 86%, de la levure, 14%, oui, du sel, 0%. Ah, ça veut dire qu'il n'y a eu que des votants pour la farine et la levure. C'est-à-dire que déjà, on met pas d'eau, et ensuite on met pas de sel. Et pourtant, alors dites-nous ce qu'il y a réellement dans du bon pain. Donc dans du bon pain, vous avez la farine, évidemment, hein, ouais. La bonne farine, de l'eau, du sel, de la levure ou du levain, ou les deux. Voilà. D'accord. Et il n'y a rien d'autre? Pas besoin. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin. Voilà. Une bonne baguette comme celle-là, finalement, j'ai ça, quoi. Exactement. De la farine, de l'eau, du levain, un tout petit peu de sel, et puis du travail. Et le savoir-faire. Et un savoir-faire. Ok. Alors, normalement, c'était ma dernière question. Si à l'oreillette, on peut me dire oui, voilà. C'était la dernière question. On a donc les gagnants. Alors, je vais m'approcher un peu parce que l'écran, vous le voyez pas, vous, mais il est quand même tout petit, Nour. Alors, Muriel a 3750 points. Mathilde
3625, Éclair 1900. Alors si ces 3 personnes peuvent me rejoindre sur le plateau, ah je vois qu'il y a des... Ah, venez, allez, il y en a 3. Voilà. Alors, bravo à vous, vous savez tout sur le pain, c'est pas tout à fait par hasard non plus, mais voilà. Alors vous avez le droit, parce qu'on va s'en garder un tout petit peu aussi pour la régie, de prendre du pain pour le partager, car le pain ça se partage, hein, on est bien d'accord. Hein. Allez-y, prenez un petit peu de pain. Il a été fait donc avec amour. Qui est-ce qui l'a fait? Vous le savez? On est une équipe de 3 sur le stand de Passion Céréales pour le 10 végétal. D'accord. Et donc on se relaye, mais en tout cas, voilà, on est tous à travailler dessus. Parfait. En tout cas, prenez la baguette traditionnelle. Après tout, les traditions, c'est sympa. Là, une belle, elle est à la tourte de meule ou alors la tourte de seigle. La tourte de seigle, voilà. Et le reste, on va se le partager aussi un petit peu avec le public. Ah, je vois qu'il y a des candidats. Mais vous n'avez pas joué, vous? Ah bah oui, mais bon, alors. Bah oui, mais fallait. Bon, vous reviendrez pour la bière, c'est dans 10 minutes. On fait un plateau bière, sérieusement. Et peut-être... Un dernier mot? Non, mais juste rappeler que les pains, là, ils sont magnifiques. Et sur le stand, là où ils travaillent, les boulangers, il faut savoir que les céréales françaises font les pains du monde. Et donc, il y a des pains égyptiens, il y a des pains italiens, ils font toutes sortes autres de pains. Voilà, et je voulais juste le signaler, c'est tellement important. Et justement, ça contribue que véritablement, les céréales françaises sont très importantes et très importantes pour nourrir le monde. C'était très sympa de le rappeler, effectivement. Découvrir aussi les pains des autres pays du monde, c'est aussi quelque chose de formidable. Merci Philippe Dubièvre, je vous en prie, président de Passion Céréales. Merci à Frédéric Pierrin, boulanger à l'INPB, je rappelle, l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie. On peut venir vous voir sur quel stand? Le stand de Passion Céréales, juste là-bas. D'accord. Ne bougez pas. Maintenant, je vous présente donc Nour Akbar Ali, fondateur des Nouveaux Affineurs. Alors, les Nouveaux Affineurs, le titre, il est malin, parce qu'immédiatement, quand on parle de Nouveaux Affineurs, on pense à fromage. Mais Nour, c'est un scientifique, un chercheur, quelqu'un qui innove. Et dites-nous ce que c'est que finalement, sur quelle piste vous êtes allé. Et puis je vais demander à des gens du public pendant que Nour nous raconte un petit peu l'idée de son innovation, de goûter ça. Il ne faut pas être allergique, on va dire, à tous les fruits à coque. Hein, c'est ça? Fruits à coque, soja, choses comme ça. Donc si une ou deux personnes veulent venir pour goûter, où je vais passer, Nour, l'histoire des Nouveaux Affineurs, c'est l'histoire d'innovation, c'est ça? C'est ça. Donc nous, ce qu'on cherche à développer, c'est des produits qui sont à la fois alternatifs et complémentaires au fromage laitier. Évidemment, c'est pas du fromage parce qu'on travaille en base totalement végétale. On est sur des produits qui sont... c'est une préparation végétale. Hein. Fermentés, affinés avec des méthodes qu'on cherche à maîtriser. Parce que si ça ressemble de très près à du fromage... Ça n'en est pas. Ça n'en est pas, non. On a ici 3 produits sur le plateau. Il y en a qui s'appellent les affinés. Celui qui est en pause s'appelle le frais. Je vais aller faire goûter là une experte. J'espère qu'elle va elle va pas vous immoler immédiatement sur la place publique. Hein, Thérèse Marie, voilà. Ça c'est. Qu'est-ce que je fais goûter d'ailleurs là? C'est quoi ce? Alors c'est un produit qui s'appelle l'affiné de Margot. L'affiné de Margot. Oui. Je donne toujours pas les ingrédients. Comme la reine Margot. Non, on donne pas encore les ingrédients. Voilà, vous tentez. Non mais moi j'ai déjà testé il y a plusieurs jours. Tout va bien. Hein. D'où la tête. Voilà. Et allez, en 2 mots, goûtez. Ah, je vois que vous sentez. Déjà, ça sent quoi? L'amande. L'amande. D'accord. Vous avez déjà goûté. Ça vous inspire quoi? Soyez sympa avec nous. Hein. Ce qui est surprenant, c'est qu'on arrive à faire une croûte et un intérieur. Ça, c'est surprenant. Monsieur? J'ai rien de plus à ajouter. Ça ressemble quand même au fromage. Ça sent un peu comme du fromage. C'est un peu fort. Ça pique. Bah oui, c'est... Avec quoi c'est préparé, d'abord, et pourquoi? Alors, les produits qui ont été goûtés... Ah, je crois que Philippe... ah oui, pardon, Philippe. Ils sont faits soit à base de noix de cajou, soit à base de soja et de noix de cajou mélangées. Et comme pour la baguette, on n'ajoute pas grand-chose. On ajoute de l'eau, du sel et des ferments. Donc, c'est ce qui nous permet de faire l'ensemble de ces préparations. De la noix de cajou ou du soja. Ou du soja. Mais donc ils peuvent être mélangés. Et pour l'instant, on travaille pas encore avec des céréales, mais on y viendra peut-être.
Et ce qu'on cherche avec ces produits, c'est d'avoir, je disais, des produits qui sont alternatifs et complémentaires, parce qu'évidemment, on apporte une alternative qui a un fort enjeu du point de vue environnemental, du point de vue de la santé, du point de vue aussi du bien-être animal. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger de fromage à cause d'une intolérance au lactose et compagnie. Donc l'idée, c'est pas de faire un concurrent au fromage, c'est de faire un produit alternatif. C'est ça, c'est de venir compléter. En fait, on cherche pas à imiter un produit existant dans la famille des fromages, mais plutôt à développer en fait des produits qui viennent étendre un savoir-faire existant. Et donc d'où ce nom, d'affinés végétaux ou de frais, puisque on travaille avec ces matières végétales. Et l'idée, c'est de rester dans l'univers du fromage, dans le même univers gastronomique, et de se dire, voilà, c'est des nouveaux produits qui pourraient être aussi différents. Je vois qu'il y a une grosse variété sur le plateau qui est derrière, mais aussi différents que deux fromages entre eux, parce que c'est sûr que il y a une variété très grande de goûts, de textures et d'odeurs dans le monde fromager. Donc, on le rappelle, c'est fait avec de la noix de cajou et ou du soja selon le cas de figure. Il y a un processus de fabrication qui est un peu à la manière du fromage. On fait fermenter. C'est la clé en fait. Et nous, on cherche à travailler sur cette maîtrise de la fermentation, de l'affinage, d'où le nom de la société. Ça demande évidemment un travail scientifique pour être capable de développer en fait en peu de temps des nouvelles techniques. Qui est-ce qui a travaillé avec vous, l'INRA? Oui, on collabore avec l'INRA, avec l'Institut national de la recherche agronomique. Donc on est quand même dans quelque chose. Et de l'environnement maintenant, puisqu'ils ont changé de nom. Voilà. Et donc il y a eu un peu plus d'1 an et demi de développement avant de lancer les premiers produits. Et on continue de travailler beaucoup sur tous ces sujets de recherche, puisque évidemment sur le fromage, vous parliez de la tradition céréalière et du pain en France, mais il y a aussi un très fort historique dans le fromage. Et donc une très grande expertise, donc il faut du boulot pour être capable d'essayer de se rapprocher, d'être aussi exigeant en termes de goût que ce que font les fromagers depuis longtemps. Pour l'instant, je crois que vous avez développé 3-4 fromages, 3-4 préparations. Je dis pas fromage, pardonnez-moi. Des spécialités végétales. Des spécialités végétales. Je retire le mot fromage, qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc 3-4 spécialités, vous allez en développer d'autres et vous recherchez bien sûr aussi des fonds, des financements, du développement. C'est l'objectif d'une jeune entreprise. En tout cas, l'entreprise se développe et on a pas mal de gros projets pour 2020. Bon, c'est toujours sympa aussi de montrer qu'il y a la tradition avec ceux qui travaillent des produits traditionnels. Philippe, vous dites, c'est quoi? Non, juste une question, c'est possible? Une question. Oui, mais bien sûr, Philippe. Donc, il faut combien de temps pour faire l'affinage? Combien de temps ça dure? Ça dépend des produits. Au niveau nutritif, je remonte. Ceux qui sont ronds, là, qu'on appelle les affinés, ça va être quelques semaines de fermentation. Ceux qui sont en pot, c'est plus court, c'est quelques jours, puisqu'on est sur un produit frais, donc il y a une fermentation courte. Mais alors, fermentation, effectivement, quand on regarde de près, voilà, à ma gauche, on voit le fromage qui est sur la gauche de l'image. Il y a, voilà, ça ressemble vraiment, c'est étonnant. Alors, je dis fromage parce que c'est plus fort que moi, mais c'est très surprenant. Et le goût est pas mal, Le goût est pas mal. Oui. Si je peux me permettre, Frédéric, on retrouve une superbe acidité là, dans vos préparations. Et on retrouve la même acidité dans certains pains. Donc la gestion de la fermentation, notamment le pain au levain, nous rassemble. Alors on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne dégustation. Bah voilà. Et puis le public qui est là aura le droit même de venir picorer tout à l'heure. Merci Nour. Merci. Et puis longue vie aux nouveaux affineurs, à vos souhaits. Merci. Il y a des courants d'air en plateau. Longue vie aux nouveaux affineurs, là aussi. Si on veut en savoir un petit peu plus, c'est simple, les nouveaux affineurs.com, c'est le plus simple. Ouais. Voilà, et on peut commander en ligne aussi? Bien sûr, oui. C'est super. Voilà une occasion de tester autre chose que des fromages, en plus des 1200 fromages que l'on aime et qu'on adore et qui sont présents en France. Merci à tous les trois. Je vais me diriger par là-bas, je vais aller retrouver trois personnes étonnantes. Tout d'abord, Thérèse Marie Couvreur, bonjour. Bonjour. Voilà, et puis de la même famille, derrière moi, j'ai Géraldine, bonjour. Ici. Bonjour Géraldine, et Apolline. Bonjour. Alors, si vous êtes ici, d'abord il y a maman, les deux filles, il y a d'autres enfants ou pas? Pardon? Il y a d'autres enfants ou pas? Oui, ah oui, non, pardonnez-moi, moi je le sais pas. J'ai aussi un garçon. Le micro très près de la bouche, vous le mettez sur le menton. Et vous avez aussi un garçon. Voilà. Vous êtes la 9e génération de la ferme du Vinage. Alors, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle est située à Ronques, dans la zone périphérique de Lille.
En bord à côté de Lille. Absolument. Oui. Donc on y fait depuis tout le temps la transformation du lait, de tout ce qui est produit sur la ferme à la base. Dans le temps, finalement, la vente directe, on n'a rien inventé aujourd'hui. Ça, c'est tout le temps fait, finalement, en zone périurbaine. Ces produits transformés, c'est ceux qu'on a ici, notamment ces fromages-là. Je disais 9e génération, c'est-à-dire que la première génération, ça nous ramène quand, là? Oh là là, nous sommes remontés jusqu'en 1640. 1640. Notre nom, c'est Couvreur. Alors, je sais toujours pas pourquoi ça s'appelle Couvreur, mais néanmoins, voilà. Approchez bien votre micro sur le menton. Vous le collez sur le menton, comme ça on vous entend bien. Pardonnez-moi. Je vous en prie, allez-y. Donc, moi, je m'appelle Thérèse-Marie Couvreur. Donc, pourquoi Couvreur alors que nous sommes paysans depuis plus de 250 ans. On est remonté quand même avec la ferme jusqu'à plus de 250 ans voilà, sur le village de Ronc. 9e génération, mais alors vous perpétuez les choses parce que derrière moi, Géraldine, vous êtes vous la 10e génération. Oui. Hein, vous avez, je dis pas de secret, vous avez 41 ans. C'est ça. Et vous reprenez la ferme pour lui lancer même pas une nouvelle dynamique, c'est encore une autre histoire qui démarre, c'est autre chose. Et avant de la reprendre, vous m'avez dit que vous avez fait autre chose. Vous êtes peut-être né dans l'univers, mais vous n'êtes pas du tout resté uniquement dans ce domaine-là avant. Non, moi j'étais cadre en marketing dans une entreprise d'agrochimie. Et donc j'habitais Paris et je suis revenue il y a 10 ans donc travailler avec mes parents. Mon mari a été muté à Lille. Et donc c'était l'opportunité de revenir et de continuer à développer avec eux l'activité de fromage. Aujourd'hui, en fait, vous reprenez la succession de maman, la succession de l'activité, même si vous lâchez pas tout, j'imagine. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a une intention de faire les choses différemment? Donc, on rappelle que vous transformez le lait. Je pense que c'est vraiment une poursuite de ce qu'ils avaient démarré. Je fais goûter pendant que vous parlez. Je vous en prie. L'idée, c'est de transmettre un savoir-faire. Ça fait aujourd'hui plus de 35 ans qu'on fait du fromage à la ferme du Vinage avec le lait de nos vaches. De produire des produits de qualité avant tout, de mettre en avant notre travail, d'en parler. On accueille les gens sur la ferme, tous se visitent. On a aussi une cueillette de fruits et légumes bio, les gens peuvent venir cueillir. Pour nous, c'est important Monsieur, allez, profitez-en, c'est offert. D'échanger avec eux. On est vraiment en milieu périurbain, donc on s'est finalement adapté à notre environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, savoir ce que l'on mange... c'est vraiment une attente des consommateurs, des familles, et voilà, c'est ce qu'on essaie de développer. Ce qu'il y a de sympa aussi dans cette ferme, c'est qu'au-delà de transformer les produits pour faire notamment du fromage, on peut visiter, acheter sur place. On peut visiter. Beaucoup de proximité avec le public, avec les clients, c'est important ça. C'est très important pour nous, y compris avec nos clients professionnels, parce qu'on vend aussi à l'extérieur nos fromages en France. Donc c'est toujours expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. On est vraiment dans le savoir-faire et dans la qualité. Est-ce qu'il y a plus de curiosité aujourd'hui de la part du public qui justement a envie d'aller plus en proximité? On le voit au Salon de l'Agriculture, de rencontrer, de voir comment on fait, comment on fabrique ces fromages, comment on fabrique tous ces produits. Tout à fait. Moi, ça fait 10 ans que je suis là et honnêtement, on a vu une montée en puissance. Je vais prendre du fromage, il est trop bon. Hein. Et il y a donc une vraie appétence. Une montée en puissance et une appétence pour tout ça, pour découvrir finalement ce qu'il y a derrière un fromage. Donc ça, c'est chouette. Ça compte. Alors, à côté, votre petite sœur, oui, qui a quand même 33 ans, Apolline. Bonjour Apolline. Bonjour. Alors, vous aussi, vous travaillez dans le business, mais la particularité, c'est que vous vous associez avec maman. Pourquoi faire ? Tout à fait. En fait, moi, j'étais pas partie là-dessus au départ. J'ai fait 10 ans de finance dans l'industrie laitière, donc je me sens vraiment m'éloigner du milieu. Et au bout de 10 ans... Mais de la finance quand même. Hein. Tout à fait. Rien à voir. Non. Au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changement et de me rapprocher du monde agricole et de ses produits. J'ai pensé à l'idée de développement de micro-laiterie en m'inspirant de l'histoire et de la success story de la ferme du Vinage. Il me manquait les compétences techniques que j'ai trouvées chez ma mère. Ça, c'est la transmission de compétences, voilà, parents, enfants, très clairement. Oui, et donc aujourd'hui, on a fondé l'entreprise Terra Lactée, qui est une société de conseil et de formation qui s'adresse aux éleveurs laitiers qui souhaitent transformer leur lait sur place, en fromage, en beurre, en crème. Et comme votre maman l'a fait, l'a développé là aussi. Exactement, et en le vendant en circuit court.
Ça permet une meilleure valorisation de leurs produits, puisqu'un lait transformé est 6 fois plus valorisé qu'un lait sous forme liquide. Ça permet de mettre en avant leur savoir-faire, tout en développant l'économie locale. Ben voilà une belle idée, ça fait plaisir. Bon, vous êtes évidemment complice dans l'affaire avec votre fille, mais c'est formidable cette idée de transmettre votre savoir-faire à d'autres transformateurs pour dire je vous accompagne aussi pour que vous développiez votre activité économique, oui, ça c'est bien. C'est exactement ça, tout à fait. Ah oui, il faut vraiment transmettre ce que l'on... l'expérience qu'on sait. Ouais, c'est ça, moi je trouve ça important, voilà. C'est important de travailler avec, et de voir ces enfants aussi qui sont dans le même univers. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Bah oui, franchement. Ouais. Oui, c'est vraiment super. Ça continue, c'est du savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Moi, je trouve ça super. Géraldine, Apolline, c'est facile de travailler avec maman? Oui, ça n'a pas l'air trop difficile. Ça va. Merci à toutes les trois. En tout cas, beaucoup. on rappelle la ferme du Vinage. Voilà. Ça se trouve, rappelez-nous. À Ronc, voilà. Et on peut venir visiter, voir comment on fabrique ces fromages. C'est bon, hein, ils sont très très bons. Il faut vraiment y aller, il faut goûter, il faut transmettre. Et on salue cette belle expérience, effectivement, de transmettre à ses enfants et aussi de transmettre un savoir-faire à tous les autres producteurs, les agriculteurs. C'est important, c'est bien. C'est vraiment très complémentaire. Vous êtes un bel exemple. Aussi. Transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs. Ah oui, ça c'est important. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous dans 20 ans pour la 32e génération. Hein. Voilà. Merci. Allez, je retourne à la table principale. On va changer de registre. Bonjour à vous trois. On va parler maintenant, on a parlé de pain, on a parlé de fromage, on a parlé d'innovation avec Nour Akbar Ali, on a parlé de tradition, de transmission, de savoir-faire. On va maintenant parler de bière et on va parler de haute valeur environnementale. Donc, à ma gauche, j'ai Maxime Costi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Brasseurs de France. On l'aurait peut-être un petit peu deviné avec les produits qu'il y a devant vous, mais il n'y a même pas de décapsuleur ni de verre pour goûter. Là, ça va être un vrai problème. Et non, ça sera de la dégustation visuelle. D'accord. Et on fera peut-être gagner des bouteilles à travers un quiz. Et à vos côtés, vous avez Anne-Laure Pelou-Praillé. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes brasseur, brasseuse? Brasseur. Brasseur. Tout à On ne fait. féminise pas encore le nom? Certaines y tiennent, moi pas. D'accord. Où est-ce que géographiquement parlant vous êtes installé? Alors on est à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est à 15 km à l'ouest de Saint-Étienne. Parfait. Et en face, vous avez Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes, la voix est bien, ça, on a la pêche. Agriculteur dans l'Oise. Jadis, vous étiez dans le céréal, c'est ça? Je le suis toujours. Je suis toujours. céréalier depuis 30 ans. Mais vous avez une corde de plus à votre arc. Vous êtes? On s'est lancé dans le maraîchage en 2014. Bon. En circuit court et vente à la ferme. Il faut savoir se diversifier, effectivement. C'était quoi l'intention comme ça? C'était pour changer un peu? C'était justement changer le modèle. On s'est rendu compte qu'il y avait une attente sociétale de produits locaux. Et donc on a créé une étude de marché qui semblait intéressante et on a ouvert un magasin à la ferme avec un distributeur automatique. Et on a quelques-unes de vos productions qui sont là. On revient à vous dans quelques minutes pour voir ces belles carottes, ce chou vert, ces navets. Ce sont des carottes, hein, tout ça, on est bien d'accord, de toutes les couleurs. Pour montrer la diversité. Alors, mesdames, messieurs les brasseurs, les brasseuses, comment se porte l'univers de la brasserie, à savoir la production? Je ne parle pas des restaurants-brasseries, mais... Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est complémentaire. Il y a un petit lien, en effet, mais non, la brasserie française va bien. Elle va bien depuis 2014, puisqu'elle a connu entre 1914 et 2014 100 ans de difficultés, mais elle va mieux. Elle a un rythme de création très fort, puisqu'on a une nouvelle brasserie qui se crée par jour aujourd'hui en France. Une par jour? Une par jour. On est à 2000 brasseries. Et donc la France Quand on dit brasserie, on est bien d'accord, c'est un endroit où l'on produit de la bière. Où l'on produit de la bière. Une par jour? Une par jour. Incroyable d'entendre ça dans un monde agricole où on dit toujours que ça ferme un peu dans tous les coins. Et ben non. Là, de voir que effectivement, là, ça ouvre dans tous les coins. Formidable. Ça ouvre dans tous les coins. Il n'y a pas un département français sans brasserie. Chaque Français est à 20 minutes au plus loin d'une brasserie. Et la France est le premier pays de l'Union européenne en nombre de brasseries françaises. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd'hui une région qui a plus de brasseries que la Belgique, à elle seule.
Voilà pour plus vous dire que la un peu. bière. Ouais. Vous allez déclencher une guerre frontalière, moi je vous le dis tout de Non, suite. mais Là. non, mais non, mais non. On va avoir une invasion dans 48 C'est heures, une ils vont entendre ça concurrence en Belgique positive. et ils vont débarquer en disant hop, voilà sur la table, voilà tout ce qu'on a. Non. Hein, c'est Non, clair. tout va bien, on s'entend très bien avec eux. Ça recrute puisque le thème aussi du Salon de l'Agriculture cette année, c'est l'agriculture vous tend les bras au sens large, vous tend les bras pour vous faire découvrir les choses, etc. Pour y travailler, ça recrute aussi. Ça recrute très fortement parce qu'on a créé 650 emplois cette année. Les brasseurs ont créé 650 emplois. 650 emplois, ça peut paraître pas grand-chose, et en même temps c'est quand même énorme, hein, puisqu'il y a 7700 emplois en brasserie, direct. Et 650 emplois, c'est en nombre d'emplois réels, c'est la plus grosse filière en création d'emplois de l'agroalimentaire français, qui est un des premiers employeurs de ce pays. Donc c'est quand même pour vous dire le dynamisme de la brasserie française. D'accord. À consommer bien sûr tout ça avec modération pour le plaisir aussi. Alors derrière moi, vous avez un téléphone, il y a une adresse, vous tapez dessus, polève.com/village semence. On va jouer dans quelques instants pour gagner quelques bouteilles qui sont là. Donc vous inscrivez, c'est tout simple, vous mettez simplement votre prénom et il n'y a que ces deux-là qui n'ont pas le droit de jouer, évidemment, parce que, comme on dit, Maître Founias, expert, contrôle le jeu. Anne-Laure, vous avez démarré dans la brasserie d'une façon, je crois, assez surprenante. D'abord, première chose, avant, vous n'aimiez pas la bière, me disiez-vous. Bah oui, là, j'ai découvert la bière en habitant dans l'Oise. Voilà, comme quoi c'était un beau département. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir brasseur? Alors avant d'être brasseur, j'ai fait de la recherche auprès du CNRS. Centre national de recherche scientifique, très sérieux. Très sérieux. Je travaillais sur les levures, mais plus pour les détruire. Hein. Et donc pas tout à fait le même travail. Comme quoi la science va mener à tout. C'était pour protéger les cultures que je travaillais. Voilà. Voilà. Et après, j'ai fait prof en biochimie, biotechnologie, donc dans l'Oise du coup, suite à la mutation de mon mari. Et j'avoue que la recherche me manquait. Et c'est la visite à Saint-Rieul, je ne sais pas si vous connaissez, à Trumilly, à côté de Senlis. Je vends la bière Saint-Rieul dans mon magasin. Vous avez visité quoi, une brasserie? C'était une brasserie qui venait de se monter et c'était absolument extraordinaire. Dans l'ambiance, c'est-à-dire c'est dans le corps d'une ferme. Et du coup, l'ambiance était bien. Je suis rentrée, j'ai vu un petit labo. J'ai dit, oh là là, de la recherche. Ça, c'est pour moi. Un petit labo, parce que dans une brasserie, on ne le sait pas quand on n'a jamais été, il y a un petit laboratoire pour surveiller les levures, la fermentation, tout ça, c'est ça? C'est ça. En fait, le travail de brasseur, c'est certes faire de la bière et être très créatif, mais on est obligé de maîtriser certaines choses. Donc, il y a 2-3 analyses à faire pour être sûr sur ces bières que tout aille bien. Et c'est ce côté scientifique qui vous a plu, quoi, en fait? Bah, moi, j'ai vu la paillasse et ça me manquait tellement. La paillasse, c'est la partie en carrelage blanc. En carrelage. J'ai vu un densimètre, un microscope et j'ai dit, ah mon Dieu, c'est génial. Oui, c'est voilà. ça. C'est drôle. Mon mari a vu des cuves, il a dit, oh mon Dieu, c'est génial. Et après, on s'est posé pour boire une bière et on s'est dit, oh mon Dieu, c'est super. Vraiment, c'était une révélation. Il fait toujours bien, extraordinairement bien ces bières. Et du coup, vous avez dit, allez, terminé, je suis plus prof. Votre mari, il change aussi, c'est ça? Alors, mon mari est resté prof parce qu'il fallait quand même faire tourner les marmites. Voilà. Voilà. Et moi, j'avais très très envie de me lancer là-dedans. Donc, j'ai tous les week-ends fait des recettes à la maison pendant 5 ans. Et puis après, on a pu s'installer. Alors, on va bientôt faire le quiz. Je demanderai en régie s'ils ont par hasard, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, quelques gobelets. Ça me permettrait de faire goûter au public quelques gouttes de ces bières. Et un décapsuleur, parce que je ne le ferai pas avec les dents. Alors, je leur laisse le temps de faire le quiz. Comme ça, on verra bien si ils me trouvent un décapsuleur et quelques gobelets pour que le public, n'est-ce pas, et puis qu'on puisse goûter nous aussi. Alors, on va poser la première question. Donc, vous êtes logué là, ici, sur polève.com/village semence. On suit là, dites donc, les deux élèves là, hein, avec maman là. On suit au fond. Voilà, et on écoute. Bien, merci. Première question, on va la prendre pour gagner des bouteilles, juste pour le plaisir bien sûr. Quels sont les ingrédients nécessaires pour produire de la bière? Donc il y a une liste qui va sortir. L'objectif évidemment c'est de cocher les produits, car je vous donne un indice, il y en a quand même plus d'un, les ingrédients pour faire de la bière. Alors soit de l'eau, de l'orge, du gaz carbonique, du sucre, du houblon, de l'alcool, des levures et du miel. Allez, je vais quand même aller embêter Géraldine et Apolline. Vous avez une idée de ce qu'il faut dans la bière, dans ces ingrédients? Apolline? De l'eau. Levure. La levure. Ouais, c'est tout, parce que jusque-là, ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Du houblon.
Blond. De l'orge. Bon voilà, ça c'était vos réponses. Alors on va regarder. Pendant que... Ah voilà, ça, ils sont formidables, regardez. Voilà une équipe qui gagne. Et il suffit qu'on demande, c'est magnifique sur ce plateau de Villachemance, on demande des choses. Et hop, ça apparaît. Voilà. Allez-y Maxime, ouvrez une ou deux bouteilles. Bah, une, et puis on va faire le service. C'est quelle bière ça, dites-nous? C'est de la bière ambrée en fait. Ambrée. Ah, c'est Ouais. un petit peu fort ça. Fort. Alors qu'est-ce qu'on appelle fort dans la bière? Du coup, c'est moi qui prends. C'est pas une blonde ni une blanche. Alors en fait, l'ambré, c'est qu'on travaille avec des maltes qui sont caramélisés. Donc ça a plus de saveur. À l'intérieur, il y a du caramel? Non, les maltes sont caramélisés. Ah, les maltes, pardon. Alors le malt, ce sont des céréales qui sont germées et torréfiées. D'accord. Du coup, la torréfaction, c'est comme la tartine dans le toaster le matin. Soit le pain, il reste blanc. Ouais. Soit il Merci. toast, il caramélise un petit dans peu. 5-6 verres. Soit Oui. il brûle. Et du D'accord. coup, pour l'orge, c'est exactement pareil. On va faire de la blonde, de l'ambrée, de la brune sous les mêmes formes et on va avoir des saveurs différentes. Très bien. Donc Alors, notre ambrée n'est pas amère. elle n'est pas amère. Non. Bien. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce qui a été répondu là à notre question, à savoir quels sont les ingrédients. Alors, 29% des gens ont dit qu'il y a de l'eau et de l'orge. Jusque-là, ça va. Et 43% ont dit qu'il y a du houblon. Allez, les experts, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus? Il y a effectivement de l'eau, ça c'est vrai. Allez, je vais faire le service pendant ce temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais laisser Anne leur répondre, mais l'ingrédient principal, bien entendu, c'est l'eau. Hein. Voilà. Puisque les brasseries se sont historiquement installées sur le lieu où il y avait de l'eau, donc des sources, monsieur, vous verrez, elle est bonne. soit des nappes phréatiques. Donc ça, Oui. c'était l'historique des installations des brasseries. Aujourd'hui, on peut s'installer partout, hein, puisque on peut avoir un travail sur l'eau qui est fait, mais historiquement, la bière avait une particularité qui dépendait de l'eau où était produite, où était la brasserie. C'est moi qui fais autre chose que l'eau, du coup. Ouais, voilà, oui, parce que jusque-là, voilà. ça fait pas beaucoup de céréales dedans. Ça fait de l'eau, hein. Ah, voilà, mais avec bon, uniquement on de est l'eau. d'accord, on n'est pas encore à la bière. Voilà, Géraldine nous a dit de la levure aussi, Alors ça c'est il faut vrai. de la levure pour la fermentation. Voilà. Il faut aussi du malt. Ce sont des céréales qui sont germées et torréfiées. Donc ça peut être du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle. Et il nous faut du houblon. Le houblon qui est l'épice obligatoire pour s'appeler bière. D'accord. Et il faut rien d'autre. C'est les 4 ingrédients principaux. Après, Voilà. on peut rajouter tout ce qu'on veut dans la bière. L'important, c'est que ce soit d'origine végétale. Pour l'aromatiser si on veut. Exactement. Par Et on exemple. peut rajouter un élément d'origine animale qui est le miel. C'est D'accord. le seul historiquement. Le seul, oui. Bon. Allez, on va passer à une deuxième question. J'espère que tout le monde apprécie cette... Oh, ça sent bon. Elle est. Alors vous aurez un arôme. Tu vas peut-être nous les décrire. Mais elle est pas totalement fraîche, hein, donc voilà. Je vous l'accorde. Voilà. Je vous en ai pas offert. Du coup, les Quelle arômes honte. vont être totalement révélés. Pardonnez-moi. C'est ça. La deuxième question, elle est apparue à l'écran. On va la poser. Quel pourcentage d'eau, on en parlait, entre... Après tout, il n'y a pas d'alcool là-dedans, finalement, il n'y a que de l'eau. En fait, depuis le début, il n'y a que de l'eau dans la bière. Quel pourcentage d'eau entre dans la composition de la bière lors du brassage? Alors, 35%, 55%, 90%. Ouais, 90%, ça me paraît beaucoup, mais 35%... Alors, moi, je mettrais 55% pour faire moite-moite. C'est comme aux élections, on gagne à 50 plus un petit quelque chose. Christophe, vous avez une idée? Je pense quand même qu'il y a plus d'eau que ça. Je serais Ah, tenté plus sur que 55. Moi, je serais sur le 90 personnellement, mais je suis pas un spécialiste. Hein. Ouais. Bon, moi je dis 55, mais on va voir. Donc on regarde ce qu'ont voté les gens. 55% à 57%, 43% à 90%. Alors, la vraie réponse de l'experte, combien y a-t-il? Quel est le pourcentage d'eau pour le brassage de la bière? Bah, on a bien insisté pour dire que la bière, c'était en grosse partie de l'eau, donc c'est 90. 90%. Ouais. Bon, bah ça on ne le sait pas forcément, hein. C'est pas évident. Il faut que vous vous rendiez compte qu'on met 90% d'eau. Après, il va y avoir un apport en malt, principalement du malt d'orge hein, en France, qui va être important. Et après, on va mettre quelques grammes de houblon hein, en termes de ratio, pour que vous vous rendiez compte. C'est vraiment de l'épice. Donc, contrairement à ce que peuvent imaginer beaucoup de gens. C'est une très petite quantité, en fait. Très petite quantité. En fait, sur une recette, pour une bière à 5 degrés d'alcool, il faut compter à peu près pour 2000 litres de bière finie. On va utiliser quelque chose comme 10 000 litres d'eau, parce qu'il y a les nettoyages, le reste. 10 mètres D'accord, cubes. voilà. On va utiliser 400 kg de grains et on va utiliser 15 kg de houblon.
Et on va faire au final combien de bouteilles, de litres? On va faire 2000 litres à peu près fini, donc 6666 bouteilles de 33. ,66. Et puis le reste, il reste à gauche pour goûter. Bien sûr. D'accord. Alors, on va passer à une troisième question. Il y en a 4, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. La dernière est plus compliquée, mais celle-là, alors, dans le classement des boissons les plus consommées, ES, il manque, voilà, au monde, la bière est en quelle position selon vous? Dans le classement des boissons les plus consommées, la bière est en seconde place, en troisième place, en quatrième place. Alors, le tout, c'est de savoir quelle est la première et la seconde ou la troisième. Ah, je vois que ça discute beaucoup. Vous voudriez être premier, c'est ça? Vous voudriez être premier? Oui, mais enfin, l'eau, quand même, c'est quand même... On le dira jamais assez, boire de l'eau, c'est quand même excellent pour la santé. Là, on parle de plaisir. Voilà. Soyons clairs. Alors, dans le classement, ont répondu à ce questionnaire très difficile. En seconde place, à peu près 33% des gens, 50% en troisième place et 17% en quatrième place. La bonne réponse, chers amis Maxime, Anne-Laure, la bonne réponse, c'est quelle place? Je crois que c'est troisième place, non? Ah, mais non, c'est seconde place. Bah, ça, je l'ai trouvé sur le site des Brasseurs de France. Bon, hein. Alors, demain, vous revenez, il y a une interro et vous faut 10 sur 10. Oui, c'est la troisième place. Voilà, la première, à votre avis, c'est quoi quand même? C'est l'eau et après c'est le thé. Oui, la première boisson consommée au monde, c'est l'eau, évidemment, heureusement. Ensuite, le thé. Et troisième position, la bière. Mais on se bat pour passer devant le thé. Non, Alors, dernière question. Alors là, je sais pas, mais il va falloir des experts quand même, me semble-t-il. Regardez bien dans le public. On a listé un certain nombre de noms de bières. Et ça, je l'ai trouvé aussi sur le site des Brasseurs de France. J'ai rien inventé. Dans la liste des bières ci-dessous, trouvez les intrus. Je rappelle que ceux qui gagneront la réponse auront le droit d'emmener les 3 bouteilles qui restent. Alors, l'IPA, Lambic, Maltine, Halle ou Allée, je sais pas, Vlok et Stout. Voilà. Là-dedans, il y a 2 intrus. 2 intrus. Je donne un indice, je suis sympa. J'espère que j'ai pas commis d'erreur. Alors, vous avez une idée, vous, là? Ah oui, vous avez une idée. Ouais, ah oui. Ah, non. C'est vrai? Bon. Christophe, vous étiez fort tout à l'heure au niveau de l'eau et tout ça. J'aurais pris effectivement l'avant-dernier qui a une consonance un peu étrangère, mais voilà. Le Vlouk? Oui. D'accord. Mais voilà, comme ça. Le Stout, il est pas mieux, mais bon. Oui, non, mais l'un ou l'autre. J'aurais mis ces 2 derniers, personnellement. C'est ça, voilà. Vous êtes peut-être plus fort en carotte qu'en bière. Alors, on va regarder ce qu'ont voté les gens. Ça fait beaucoup rigoler Géraldine et Apolline. Alors, ah oui, alors, on va donner quand même, on va donner quels sont les vrais, hein. Alors, les vrais, oui. Alors, parce que là, on n'a pas donné le résultat. Alors, est vrai. La liste, donc, je l'ai regardée. Le vrai, c'est l'IPA. Donc, l'IPA, c'est un style. Donc là, on était sur des styles de bière. Donc, vous avez plusieurs façons d'entrer dans la bière. Vous avez la couleur, c'est une possibilité. La fermentation, d'accord, et les styles, c'est-à-dire des recettes, d'accord. Là, ces recettes, donc, ce sont des styles qu'on avait affichés. Vous avez donc l'IPA, donc IPA, qui veut dire India Pale Ale, donc, qui est une bière d'origine anglaise, qui a un style très houblonné. En fait, donc vous allez avoir de l'aromatique et de l'amertume. Donc ça c'est juste, voilà. C'est une vraie bière. Ensuite vous avez le lambic, donc là aussi c'est un style, c'est principalement fait en Belgique aujourd'hui. C'est pas l'alambic, c'est le lambic. Ce n'est pas l'alambic, non voilà, donc c'est une fermentation particulière. Ouais. Ensuite, vous avez donc Maltine. Ça n'existe pas, c'est mon invention parce qu'il y avait Altine. Oui, exactement. Voilà, et moi je me disais Malte, avec Malte, ça pouvait faire l'affaire, mais non, c'est plutôt pour le whisky. Mais voilà, on va peut-être lancer le style. On peut y penser, on va y réfléchir. Voilà. Ale, c'est un style très important qui est un type de fermentation, donc c'est aussi là on est dans l'Angleterre. Et j'avais 2 autres noms, Vlouk et Stouk. Donc Vlouk n'existe pas non plus. Vlouk, c'est une invention de ma part. Voilà, c'est une bière qui n'existe pas. Ça, on pourrait le faire. Mais on sait jamais. Et Stout, donc Stout, qui est un style de bière noire qui existe. Et voilà, mais en France, en fait, on a plusieurs styles en bière noire. On est un pays qui va devenir un pays de bière noire bientôt, et qui l'a été très longtemps. Lyon était la capitale de la bière noire. C'était une des grandes villes de brassicole française. On faisait que de la bière noire à Lyon. Donc Stout, Porter, la Guinness, tout ça, c'est des bières qui rentrent dans ces styles de bière
qui sont issus de malt, donc d'apport de malt beaucoup plus important, de torréfaction de malt. Donc ce sont des bières qui vont avoir soit des goûts café, chocolat, même un peu brûlé. Voilà. Tu en fais une, toi? La gueule noire. Voilà, la gueule noire. J'en profite pour faire un petit tour parce qu'il est trop bon, votre fromage, hein, Thérèse Marie. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on laisse prendre le chaud là comme ça. Alors, on va changer de sujet, non? Ah, non, vous préférez vos légumes? Ils sont pas bons, les fromages Depuis ce matin, je fais des tables d'hôtes à Gris-de-Main avec l'association et on mange toutes les 2 heures. Toutes les excuses sont bonnes. Toutes les heures, on déjeune. Avec vous reviendrez, on vous réinvitera. Hein. Pour parler voilà. Alors, on va quand même parler de vous. Donc, c'est notre petite séquence. Ah ben, le gagnant, on me rappelle à l'oreillette, le gagnant, bien sûr, le gagnant des 3 bouteilles de bière. Donc, on va afficher sur l'écran. Alors, allez, je me rapproche un tout petit peu. Coco, Claire et Eugénie sont conviés sur le plateau. Ah bah oui, voilà, venez. Coco, Claire et Eugénie. Alors, j'en vois une. Il y en a 2 qui sont partis. Ah bah voilà. Ah bah oui. Il y a... et qui ont gagné. Vous partagez les 3 bouteilles pour vos belles réponses à ce quiz sur la bière. Donc, vous êtes des professionnels de la connaissance sur la bière. J'ai le plaisir, enfin du moins, les brasseurs de France ont le plaisir de vous offrir 3 bouteilles. Et vous avez la brasseuse ici. Voilà, la brasseuse qui est là. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté tout ça. Bah oui, on peut. Merci, monsieur. C'est gentil. Allez, on continue avec le club de la table française qui nous a proposé comme invité aujourd'hui Christophe Grison. Je le disais, vous êtes agriculteur dans l'Oise. Vous faites du céréal, mais aussi vous avez voulu développer une filière maraîchage. Donc je reviens à ma première question, c'était dans quel état d'esprit? Pour être plus en proximité aussi, vous diversifiez? Non, voilà, donc producteur de céréales depuis une 30aine d'années, d'ailleurs de l'orge de brasserie, bien sûr. Il servait notamment cette orge pour les et brasseurs. Et aussi des contrats de semences, puisqu'on est sur le plateau des semences du GNIS. Voilà, je suis producteur sur 350 hectares, mais une envie aussi d'évoluer. Comme je fais partie du réseau Agri-Demain, on entend les attentes sociétales des gens qui veulent vraiment de la proximité, du local. Voilà, rétablir ce lien entre l'agriculteur et la ville. Et donc, quoi de mieux que de faire un magasin à la ferme où on peut directement discuter avec le consommateur. Les produits sont ramassés le matin même pour être mis en vente l'après-midi. Donc, en termes de circuit court, je peux pas faire plus rapide. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont, je vais les montrer parce que ce sont des vraies carottes, ce sont de vrais légumes. Voilà. Ils sont pas normés, calibrés, en sachet, nettoyés, vernis, lavés, karchérisés avec de l'eau de javel et tout ce qu'on veut. Mais ce sont des vrais produits. On peut les acheter chez vous, c'est ça en fait, tout simplement, c'est l'idée aussi. Et je crois que vous avez voulu développer une forme de commercialisation vachement originale aussi, avec des distributeurs de légumes frais. Alors effectivement, on a installé un distributeur automatique qui est autonome, qui est ouvert 24 heures sur 24. Et donc, si ce soir, en rentrant du salon vers 1h du matin, vous avez une petite fringale, vous pouvez vous arrêter devant la ferme et vous allez prendre des œufs avec un partenaire producteur d'œufs, mes légumes de la ferme et vous avez de quoi dîner. Et donc, ça marche pas mal, parce que pour être très franc, il y a 40 casiers. Quand on le remplit au mois de l'hiver, c'est environ 5 fois par jour. Oui. Et quand arrive la période des fraises, c'est jusqu'à 18 fois par jour. Ça veut dire que concrètement, les gens viennent avec leur voiture, ils passent devant le distributeur. Ils se gardent devant la ferme, devant le distributeur, ils regardent ce qu'il y a. Et puis ils choisissent tel panier, tel panier, tel panier. Donc l'été, ils payent avec leur carte bleue ou de la monnaie? Oui, alors plutôt carte bleue parce que les espèces ça dure pas longtemps, des petits problèmes. Donc maintenant carte bleue, ils choisissent un petit panier de légumes. Voilà. Hop, ils partent avec et c'est du frais. Exactement. Et c'est frais du jour puisque vous le dites, parfois c'est renouvelé 15 fois par jour. Exactement. Et si jamais la salade par exemple n'est pas vendue, le lendemain elle sera changée automatiquement pour qu'on ait un maximum de fraîcheur. Alors que dans certains supermarchés, si vous achetez une salade, ça peut peut-être faire 2-3 jours qu'elle est sur l'étalage. Là, pas question. Moi, je vous dis, un petit chou comme ça, un petit chou farci, là, on le fait à la vapeur. Simplement, un petit chou à la vapeur, une petite farce à côté, etc. On passe ça au four. Ça, c'est pas mal. Hein. Et on fait 60 espèces différentes. Ça va du fenouil en passant par les radis, les fraises, les tomates, voilà. On a monté des serres et on a aussi créé de l'emploi, bien sûr. Parce qu'avant, sur ma ferme, oui, allez-y. Vous m'avez parlé de l'emploi. Oui. Sur ma ferme, avant, historiquement, j'avais qu'un seul chef de culture qui faisait, qui semait le blé, l'orge, on récoltait. Je l'aidais un petit peu. Maintenant, il y a 3 permanents sur le maraîchage, plus 3 à 4 saisonniers lorsqu'on est en pleine production l'été, bien sûr.
Comment est-ce qu'on vous regarde autour et ça donne des idées aussi, ce truc? Ou alors on dit il est un peu bizarre, là, quand même. Notre ami Christophe, il fait son truc des distributeurs de salade. Bon. Le concept a fait des émules. J'ai d'autres voisins qui se sont lancés un peu dans le même genre. Il y a de la place pour tout le monde. Hein, voilà. Donc, je vois que Géraldine là-bas, elle écoute aussi d'une œil attentif comme Apolline. Comme quoi, l'innovation dans ce domaine-là, l'innovation simplement dans l'approche commerciale, hein, pas simplement dans l'innovation technologique, lourde, compliquée, avec de l'innovation très technique. On peut faire des choses qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs. Bah oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des horaires décalés maintenant, qui travaillent à l'aéroport de Paris. Je suis pas très loin, je suis à une demi-heure de l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Eh bien, quand quelqu'un, une hôtesse de l'air, je prends un exemple, ou une infirmière qui travaille en horaire de nuit, peut acheter des légumes frais qui ont été cueillis le matin même, alors qu'elle peut pas arriver aux horaires du magasin de 10h du matin à midi, c'est pas possible. Et donc là, ça nous permet de toucher notre clientèle. Donc, on rappelle, où est-ce que vous êtes situé géographiquement? Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle Les Jardins de Mareuil. Les Jardins de Mareuil. Mareuil, M-A-R-E-U-I-L. Tout à fait. Et donc, nous sommes à Mareuil-sur-Ourcq. C'est au nord de Meaux, à 25 km au nord de Meaux, et à l'est de Crépy-en-Valois. Donc, on passe dans le secteur, on peut géolocaliser l'endroit où il y a ces distributeurs. Oui, sur Google et tout ça, on trouve les Jardins de Mareuil, il n'y a pas de problème. Bon, et vous allez lancer l'idée partout en France, après tout, c'est une idée, ça, de développer ça comme ça, non? On pourrait éventuellement lancer, pas une franchise, mais vendre le concept ailleurs. Bon, il se trouve que malheureusement, le temps, les journées ne font que 24 heures. C'est déjà très gourmand en main d'œuvre parce que tout est planté à la main, tout est ramassé à la main, tout est rangé. Donc, c'est vraiment beaucoup d'investissement humain. Deux petits mots, vous êtes ambassadeur de Agri Demain. Oui. Allez, dites-nous en deux mots ce que c'est, mais c'est important. Agri Demain. Agri Demain, c'est une association d'agriculteurs qui sont un peu ambassadeurs. Donc on fait des portes ouvertes, on reçoit du public dans nos fermes et on communique positivement sur l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'on est souvent un petit peu critiqué dans les médias ou les réseaux sociaux. Oui, mais c'est de l'écume, c'est de l'écume. Mais moi j'ai envie de dire, il y a le fond. L'agriculture, c'est pas le problème, l'agriculture, c'est la solution. Merci à tous. Merci spécialement et longue vie, je le répète, à la ferme du Vinage, à Thérèse Marie, à Géraldine et à Apolline qui ont eu la gentillesse de venir aussi. Merci à vous tous, bien sûr. Là-bas, on a 9 générations quand même qui se succèdent. À ma droite, on a de l'innovation dans la façon de distribuer. Et ici, on a de l'engagement, du recrutement. Ça montre que toutes les filières du monde agricole, ma foi, ça marche super bien. À très bientôt.